Voilà. Bienvenue Benoît. Je te souhaite la bienvenue. Donc voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, à partir de maintenant, tout ce que vous allez dire sera enregistré. Comme ça, vous en êtes conscient. Si jamais vous voulez prendre la parole pour poser une question, ben voilà, comme ça, vous le savez. Donc, bienvenue pour cette présentation sur la comptabilité, pour la comprendre en toute sérénité. Donc, je me présente, Olivier Lutz, de base initialement éducateur physique, puis kiné, et puis je me suis aussi intéressé de près, ça fait maintenant 5 ans que je m'intéresse à la comptabilité et la fiscalité pour essayer de comprendre tous les rouages. Et donc, c'est ça qui me permet de donner ce cours à présent, en concertation bien sûr avec des experts comptables fiscalistes qui m'entourent pour que je ne dise pas de bêtises. Et nous avons aussi ce soir présent Benoît Renard et Philippe, tous deux qui pourront vous accompagner dans tout ce qui est démarche starter paramédicaux et dans tout ce qui est assurance. Ce sont deux personnes avec qui je collabore qui sont des personnes géniales. Et donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de leur présenter leurs services autant que eux présentent mes services à leurs clients. Donc voilà. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hop. Donc, si vous avez des questions, je l'ai déjà rappelé, mais donc il y a une conversation possible. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation. Voici un petit peu le sommaire de cette présentation. Un voyage à travers la comptabilité de l'indépendant et plus particulièrement du kiné, puisque ici on est ensemble tous futurs kinés pour certains, déjà certains qui sont kinés. Donc, félicitations pour votre parcours jusqu'à présent dans tous les cas. On va passer à travers déjà le concept de revenu brut et net. On passera à travers les frais professionnels, quels sont les pourcentages déductibles, comment les reconnaître, et l'amortissement par là aussi. Les méthodes de classement pour tenir votre comptabilité à jour. On parlera des cotisations sociales, comment les calculer, comment savoir combien vous devez payer. Pareil pour les impôts et des différents codes à encoder dans votre déclaration d'impôt. Je laisserai ensuite Benoît vous présenter un petit peu ce service qui pourrait fortement vous intéresser comme ils m'ont intéressé quand j'ai débuté en tant que kiné. D'ailleurs, je le remercie pour ce super service à ce moment-là. Et enfin, je vous présenterai du coup l'offre un peu Fisco Serenity et puis on passera à vos questions-réponses autour de la comptabilité. Il va y avoir beaucoup d'informations, probablement nouvelles. Donc, il est tard déjà le soir, donc je vous souhaite un bon courage pour vous accrocher à cette présentation. Et n'hésitez pas à poser des questions, ça permet de ralentir aussi le rythme et plus facilement assimiler toute cette matière. Revenu net brut. Alors voilà un diagramme un petit peu qui vous permet de comprendre comment on arrive du brut au net. Donc, le brut, on prend la première fenêtre en haut à gauche. Si vous prenez vos consultations et le prix par consultation, eh bien, vous allez avoir chaque mois 40 consultations par semaine multipliées par un nombre de semaines par mois, fois 25 si vous demandez 25 par consultation. Eh bien, vous avez votre brut mensuel. Ici, on a 3 900 euros brut. Est-ce que c'est 3 900 euros qu'on peut utiliser pour notre vie de tous les jours? Eh bien non, ça c'est votre brut. À ce brut-là, il va falloir retirer toute une série de choses. Entre autres, vos frais professionnels. Ici, on peut le calculer. Là, c'est un simulateur de revenus nets. Donc, vous pouvez aller sur salaire.fiscoserenity.be. C'est tout à fait gratuit. Ça vous permet en fait de faire vos simulations. Donc là, soit vous mettez vos frais que vous connaissez, ou alors vous mettez un pourcentage. Ici, on a mis 4% de frais professionnels du coup qui sont retirés du brut. On a souvent une rétrocession ou un loyer à payer en tant que kiné. Donc c'est aussi un frais professionnel qu'on retire. Et puis ensuite, vous voyez le dernier encadré, il y a les cotisations sociales qui sont calculées l'impôt.
Et en retirant ces deux dernières choses-là, vous avez enfin votre salaire net. Vous voyez que vous passez de 3 900 à 1 600 euros net par mois. Mais ça veut dire que c'est 1 600 euros net, c'est net d'impôts, net de cotisations sociales, net de frais professionnels. C'est net pour vous, pour vos frais privés de votre vie de tous les jours. Et donc, c'est important de bien distinguer les deux. Ce que vous allez toucher chaque jour avec vos patients, ce n'est pas ce que vous pouvez utiliser pour vivre. Et c'est important, du coup, d'avoir une bonne comptabilité pour savoir quels sont vos frais et qu'est-ce qui vous reste finalement comme salaire que vous pouvez utiliser chaque mois. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil, faire des simulations, des petits calculs. Ce n'est jamais aussi précis que si vous encodez tous vos frais quand vous serez indépendant, mais ça vous permet d'avoir une idée plus ou moins précise. Passons maintenant aux frais professionnels, parce que là, on voit qu'il y a des frais professionnels, on a mis 4%, mais qu'est-ce que ça englobe finalement, ces frais professionnels? Qu'est-ce qu'on peut intégrer dans les frais professionnels? Déjà, un frais professionnel, il va y en avoir plein partout quand vous allez commencer votre activité. Et donc, il va falloir ouvrir les yeux pour les voir. C'est le plus important, c'est d'identifier tous les frais professionnels. Si vous ne le faites pas, si vous ne les identifiez pas, vous n'allez pas les déclarer. Vous n'allez pas les répertorier et les ajouter dans votre total de frais professionnels. Et du coup, ils vont vous passer sous le nez. Et au moment de la déclaration d'impôt, tout ce qui n'est pas déclaré, c'est trop tard. Du coup, c'est très important d'ouvrir les yeux à partir de maintenant. Et je vais vous aider à ouvrir les yeux, justement. Alors, un frais professionnel, tout à fait. Est-ce qu'une rétrocession est un frais professionnel? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi c'est un frais professionnel, une rétrocession? Parce qu'il doit être nécessaire et inhérent à votre activité professionnelle. Donc, vous devez pouvoir le justifier. Donc, ici, dans le cas de la rétrocession, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, vous ne devez pas payer de loyer pour un local. C'est assez logique. Du coup, c'est nécessaire et inhérent à votre activité professionnelle. Et on peut même aller encore plus loin. Ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients. Parce que sans local, on ne va pas pouvoir accueillir des patients. Et du coup, ça va impacter énormément notre chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi cette notion de est-ce que ça permet de faire croître mon business? Si la réponse est oui, alors c'est un frais professionnel. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit bien avoir eu lieu. Et pour ça, il faut le prouver. Il faut le prouver avec, si possible, vous voyez en bas à gauche, une facture avec votre numéro BCE, votre numéro de TVA. Même si vous n'êtes pas assujetti, vous allez recevoir un numéro d'entreprise. Ici, le BE06 blablabli, c'est votre numéro de TVA, donc, ou BCE. BCE, c'est Banque Carrefour des entreprises. Et donc, c'est important qu'il soit affiché dessus, comme ça, on est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'amalgame le jour où vous avez un contrôle. Vous voyez que c'est affiché, et donc il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Il est possible aussi que vous ayez des tickets de caisse. Et donc là, votre numéro BCE n'est pas indiqué dessus, mais ce n'est pas grave, c'est quand même accepté par l'administration. Donc ici, dans le cas d'un restaurant, si vous faites un restaurant d'affaires avec un collègue pour parler business, pour parler de patients, de collaboration ou quoi que ce soit, le mieux, c'est d'indiquer avec qui vous avez mangé dessus. Comme ça, vous êtes sûr de prouver que c'est bien pour du professionnel. Donc Stéphane Turin, entre parenthèses, je permets de vous le présenter. C'est grâce à lui qu'a été développée l'application Fiscal Serenity. C'est lui le web développeur. Voilà. Il ne sera pas là ce soir, mais comme ça, vous savez qui c'est. Donc, on doit justifier. Donc ici, on va avoir toute une série d'exemples de frais et vous allez voir comment justifier ces frais. Alors, frais de voiture. Comment justifier qu'un frais de voiture est bien professionnel? Eh bien, je dois me déplacer à mon cabinet et je dois avoir une voiture pour aller faire mes domiciles, par exemple.
parce qu'ils sont trop éloignés l'un de l'autre, à pied, ce n'est pas possible. Ou alors, frais d'imprimante, vous imprimez des documents pour donner à votre patient, des factures, des ci, des ça, des documents éducationnels pour votre patient ou des fiches d'exercice, vous avez besoin d'une imprimante. Ça tombe sous le sens que c'est un besoin pour votre activité. Frais de restaurant, voilà, je viens de vous le dire avec des collègues. Frais de formation, si vous avez besoin de vous former pour rester à jour dans la profession, c'est tout à fait logique, ça a du sens. Frais d'Internet à votre maison. On ne parle pas au cabinet, ici on parle à votre maison. Là, il faut un petit peu plus chercher. Donc, afin de pouvoir travailler de chez vous, pour faire vos modifications de rendez-vous, ou pour appeler des patients, ou pour faire un peu de facturation, vous avez besoin d'Internet. Et donc, vous pouvez déduire l'Internet de votre maison. Vous n'allez pas pouvoir le déduire à 100%, on va y revenir. Frais de nourriture, là par contre, ça ne va pas passer. Afin de rester en bonne santé, pour assurer mes services régulièrement, je me nourris et du coup, c'est un frais professionnel. Alors non. Non, ça ne passera malheureusement pas parce que vous ayez une activité d'indépendant ou non, vous avez besoin de nourriture pour vivre. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire et inhérent ou qui est venu en plus suite à votre activité professionnelle. Alors, frais de télévision, on en a deux là. On a un qui est la télévision chez vous et un deuxième qui est la télévision dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, si vous mettez un écran pour mettre des programmes éducationnels ou diffuser des informations, c'est tout à fait professionnel. Par contre, votre frais de télévision chez vous, non, ça passera pas parce qu'il n'y a pas de raison que cette TV soit venue spécialement pour votre activité d'indépendant et ne soit pas là avant pour vos loisirs finalement. Donc voilà. Tout ça, c'est une question de bon sens, comme dirait Maïté, et il faut simplement s'entraîner à justifier les choses, à y réfléchir, et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de frais qui sont souvent mixtes, mais qui sont tout à fait justifiables en frais professionnels, comme les frais d'Internet à votre maison. Effectivement, vous avez besoin d'Internet pour travailler de chez vous, et ça vous arrivera probablement de travailler de chez vous. Donc, c'est tout à fait possible de le déduire. Eh bien, on en vient justement à la partie déductible. La partie privée d'un frais est non admis. Ça, on ne pourra jamais déduire une TV qu'on a achetée pour regarder des films chez soi. Ça ne va pas. Par contre, la partie professionnelle, elle va être admise à 100%, sauf s'il existe une législation. Par exemple, les frais de restaurant, on ne peut pas, même si vous faites un restaurant d'affaires avec, donc c'est un frais 100% professionnel, mais on ne pourra que admettre 69% de ce frais-là. C'est comme ça fait partie de la législation, il existe parfois des normes comme ça. Alors ensuite, comment séparer le privé du pro? Donc on l'a vu pour Internet à votre maison. Ici, on prend un autre exemple qui est le vélo. Donc, vous avez un vélo et vous vous rendez à vélo à votre cabinet. Ça pourrait fonctionner aussi bien pour une voiture. Donc, ici, on prend l'exemple du vélo, déplacement professionnel chaque semaine. On est à 60 km parce que vous utilisez votre vélo pour aller à votre cabinet, aller-retour ou pour aller à votre domicile et vous avez totalisé 60 km sur la semaine, alors que votre déplacement privé, c'est seulement 20 km. Vous faites le ratio et vous voyez que là, vous pouvez déduire votre vélo et du coup tout ce qui en découle à 75% de professionnels. Parce que vous avez fait votre petit calcul de déplacement. Pour tout ce qui est véhicule, on vous invite vraiment à le faire mensuellement. Donc, bien noter vos kilomètres et faire le rapport par rapport à votre domicile, par rapport à votre déplacement pour aller chercher du matériel, par exemple, aller à une conférence ou que sais-je, et donc avoir un suivi à ce niveau-là. Ça vous permettra d'avoir un pourcentage d'utilisation professionnelle de votre véhicule bien précis et bien justifié surtout. Vous ne sortez pas ça d'un chapeau, vous avez vraiment pris soin de suivre la chose.
Donc ça, c'est pour séparer le pro du privé. Pour Internet à la maison, là, c'est un petit peu plus tricky. Donc, vous allez devoir... comment est-ce qu'on fait? On imagine que vous ayez un bureau. Vous avez un bureau pour travailler qui prend une certaine superficie de votre habitation. Imaginons que ce bureau est dans une pièce et que la superficie de la pièce par rapport à toute la maison, ça correspond à 10%. Eh bien, 10% des frais qui sont inhérents à l'électricité, au gaz, à l'Internet, etc., seront déductibles en tant que frais professionnels. Vous pouvez aussi fonctionner un peu différemment en vous disant, ben voilà, il y a 5 jours de travail sur la semaine, j'utilise pendant ces 5 jours l'Internet pour du professionnel, et puis le week-end, j'utilise pour mon privé. Ça fonctionnera peut-être un petit peu moins aux yeux de l'administration parce qu'ils vont vous dire, oui, mais bon, le soir, vous utilisez Netflix, vous utilisez Internet aussi, donc votre calcul, il est surcoté probablement. C'est pour ça que la superficie du bureau, là, par contre, on ne pourra rien vous dire. Le pourcentage sera d'office plus petit, mais on ne pourra rien vous dire. Après, libre à vous d'utiliser une plus grande pièce pour faire votre bureau. La seule chose qu'il doit y avoir, c'est une sorte de logique derrière. Si jamais on fait un contrôle, vous avez mis un bureau qui n'existe pas, qui n'est dans aucune pièce identifiable en tout cas, ben, ce sera pour votre pomme. Donc, il faut bien tenir ça en tête qu'on ne peut pas inventer des choses qui n'existent pas. Tant que vous n'êtes pas contrôlé par le fisc, ça passera, mais le jour où vous avez un contrôle, eh bien, ils vont regarder jusqu'à 7 ans en arrière tous ces frais qui ont été, entre guillemets, inventés. Donc, voilà, faites ça en bon père de famille, comme on dit, et du bon sens. Alors, donc, ça, c'était pour justifier, séparer le professionnel du privé. Ensuite, il faut le prouver. Et donc, pour ça, je vous ai dit les tickets de caisse, les factures et surtout, il faut l'encoder. Donc, ici, je vais rapidement vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application. Comme ça, vous voyez un peu comment est-ce qu'on encode un frais. Donc ça, c'est la toute dernière version de l'application, la V3. Elle vient de sortir. On a beaucoup travaillé dessus. Donc le design est tout à fait remodelé. Donc voilà, vous ajoutez une dépense, par exemple, en cliquant là. Et vous avez les différents types de frais. Donc là, il y a un menu déroulant avec les principaux types de frais et surtout les pourcentages associés. Donc si vous sélectionnez restaurant professionnel, rappelez-vous, je vous ai dit, même si c'est 100% professionnel, il n'y aura que 69% qui sera admis. Donc, si vous notez que vous avez fait un frais professionnel, un restaurant à 100 €, avec le lien vers la facture pour bien le prouver, on a fait ça aujourd'hui, par exemple, eh bien, ensuite, en validant, je sauve, on voit ici frais pro admis 69%, et donc il y a seulement 69 € qui sera déductible en frais professionnels. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. On repasse tout de suite à la présentation. Poum, 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 diaporama. Voilà, donc ça, c'était encore l'ancien design, l'ancienne application. Alors, il y a des cas particuliers au niveau des frais professionnels, comme la voiture. La voiture, je vous ai déjà dit qu'il faut déterminer la part professionnelle, la part privée, ça c'est une chose. Et ensuite, il va y avoir le pourcentage admis. Et là, il y a une loi très spécifique qui régit le pourcentage admis en fonction du taux de CO2, en fonction du type de voiture. Et donc, à nouveau, si on reprend l'application, on a un endroit pour calculer justement ce pourcentage admis. Donc là, on va faire un test en pourcentage d'utilisation professionnelle à 100%. Bon, ça n'arrivera jamais, sauf si vous avez 2 voitures, par exemple. Donc là, si on est en électrique, eh bien, on va pouvoir, 100% des frais professionnels seront admis. Ça, c'est le bonheur. L'électrique, c'est génial pour les indépendants. Mais par contre, si vous êtes à l'essence, eh bien, vous allez émettre un certain pourcentage, un certain nombre de grammes de CO2.
imaginons 200 grammes par kilomètre, on sauve. Et là, on voit que c'est plus que 50% qui sera déduit. Bien sûr, moins on consomme de CO2 et plus ce pourcentage va augmenter. Là, on est à 72,5 pour 100 grammes. Et si on met 50 grammes, ben, ce sera encore mieux. Mais on se rapproche à ce moment-là des voitures électriques, en gros. 50 grammes, je crois que c'est très, très, très rare. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un calcul un peu plus complexe pour les voitures. Dans Fiscal Serenity, on vous a fait un module pour que vous puissiez le calculer. Mais sinon, vous pouvez faire vos recherches et essayer de le calculer en fonction des informations qui sont sur le net. Sachez que ça change d'année en année. Les règles changent aussi en fonction de la date d'achat du véhicule, avant 2018 ou après 2018, entre autres. Mais j'y reviendrai. Et puis, on a aussi fait une newsletter pour vous expliquer un petit peu plus en détail cela, si ça vous intéresse. On reprend la présentation. Alors, j'ai une question de Loïc. Si on est en colocation et qu'un contrat Wi-Fi ou autre n'est pas à notre nom et pas totalement à notre charge non plus logiquement, est-il possiblement déductible? Eh bien, non. S'il n'est pas à votre nom, ça ne fonctionnera pas. Sauf si le propriétaire du bien vous le fait payer, Internet. À ce moment-là, vous lui demandez simplement une facture. Et là, vous pouvez justifier que vous avez bien payé. Mais si vous ne pouvez pas justifier que vous avez payé un frais par vous-même avec une facture ou avec un ordre bancaire ou quelque chose, ce frais n'existe juste pas. Donc, vous ne pouvez pas déduire un frais qu'un de vos parents a fait pour sa maison. Ça ne va pas. Ça doit vraiment démarrer de votre compte. Il doit y avoir un moins quelque part sur votre compte qui montre qu'il y a une somme qui a été retirée, ou si vous avez payé en cash, une facture papier prouvant que vous avez bien fait le frais. Ça, c'est très important. Alors, encore une autre question. Pour une voiture achetée avant d'être lancée en tant qu'indépendant, on sait en déduire quelque chose. Alors déjà, tous les frais qui vont être liés à la voiture par la suite, tu vas pouvoir les déduire. Donc, que ce soit la taxe de circulation, que ce soit l'essence que tu mets dedans, les entretiens, ben, tout ça, à partir du moment où tu es indépendant, oui, tu vas pouvoir les déduire. Sinon, si tu l'as acheté il y a plus de 6 mois, je crois que c'est 4 ou 6 mois avant la date de le moment où tu deviens indépendant à la banque Carrefour des entreprises, c'est encore possible de le déduire parce qu'on considère que ça a été acheté de manière juste un peu anticipative par rapport à la date de début d'activité, mais que c'était dans ce but de ton activité professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je cherche un petit peu s'il y a une autre réponse à apporter par rapport à ça. Donc voilà, c'est une question de quand est-ce que tu as acheté cette voiture. Ok. Alors, donc si on récapitule, on a 3 cas de figure possibles pour les frais professionnels. On a le 100% pro, 100% déductible. C'est super facile, c'est le plus courant. Il ne faut pas vous prendre la tête et c'est comme ça que ça va se passer la plupart du temps. Puis on a le 100% pro mais réglementé. Voilà, les frais de restaurant. Si vous n'êtes pas sûr, ben, sachez que nous, on a encodé tout ça dans l'application. Donc en sélectionnant la bonne catégorie, ça vous le calcule tout seul. Et puis enfin, on a le troisième cas de figure, c'est les frais mixtes avec une partie professionnelle, une partie euh, privée. Et donc là, c'est du bon sens. Et ça vous permet simplement d'avoir soit un suivi pour vos kilomètres parcourus en voiture ou en vélo, pour bien le prouver, ou alors avec une superficie dans le cadre d'une maison ou d'une partie professionnelle, si vous avez votre cabinet chez vous, par exemple. Alors, Sarah, par rapport à ta question,
quelle est la date d'achat d'une voiture? Ben, c'est la date à laquelle tu l'achètes, que ce soit d'occasion ou neuf. C'est la date indiquée sur la facture. Donc, tu as probablement dû recevoir une facture au moment d'acheter ta voiture. Eh ben, la date, en question d'acquisition, ça correspond à la date qui est indiquée sur la facture. C'est la même, même dans le cas d'une occasion. Voilà pour tout ce qui est frais professionnels. Et une dernière partie dans les frais professionnels, c'est les frais professionnels qui sont conséquents, comme une voiture, comme acheter une table de kiné. Tout ça, il va falloir l'amortir. Alors, au niveau de la loi, c'est un peu flou. Il n'y a pas vraiment une règle très précise de quand il faut amortir un frais. Le fisc, il attend de vous que vous amortissiez dès qu'un achat a une durée de vie de plus d'un an. Donc, en vrai, il y a plein de choses à amortir. Seulement, c'est assez lourd en termes d'écriture et de suivi. Mieux vaut juste encoder une seule fois un frais que devoir l'encoder chaque année pendant 3 ou 5 ans. Et c'est pour ça que habituellement, en pratique, c'est seulement à partir d'un frais qui a de 800 à 1000 euros qu'on amortit. En dessous de ça, vous pouvez pas l'amortir, c'est pas grave. Vous pouvez le déclarer d'un coup, c'est pas grave. Comment amortir? D'abord, vous devez estimer la durée de vie d'utilisation et souvent on utilise 3 ou 5 ans. 3 ans, c'est l'occasion, 5 ans, c'est neuf. Ensuite, vous divisez le prix d'achat et vous déduisez le résultat chaque année. Et en cas de revente en fin de l'amortissement, avant la fin de l'amortissement, pardon, eh bien, vous devez déduire tout l'amortissement restant du prix de la vente. Et donc, mais sans amortir cette année-là, bien évidemment. Donc, on prend un exemple avec une voiture achetée en juin 2020 à 20 000 euros. On va imaginer qu'elle coûtait plus cher. Non, on va imaginer plus simple. On va faire simple. C'est une voiture, vous avez déjà une voiture, c'est une voiture uniquement que vous utilisez pour votre professionnel, donc elle est 100% professionnelle. Et c'est une voiture électrique, donc 100% déductible. Donc c'est vraiment 20 000 euros qu'on va pouvoir déduire en tant que frais pro. Juste pour l'exemple. On va l'amortir sur 5 ans. Donc ça veut dire 4 000 euros par an. On l'a acheté en juin 2020, donc vraiment en plein milieu de l'année. Donc la première année, on ne va pas pouvoir déduire 4 000, on va seulement pouvoir déduire au prorata du nombre de mois d'utilisation de la voiture. Donc ici, c'est 6 mois restants sur 2020, donc seulement 2 000. Ensuite, 2021, 4 000, 2022, 4 000, 2023, 4 000, 2024, 4 000. Et 2025, ce qui reste. Donc il reste 2 000 ici. Et donc, le total fait bien 20 000. On n'a pas déduit plus. On est bien dans le bon chiffre. Si, par exemple, en 2025, vous la vendez, eh bien, vous en obtenez, par exemple, je sais pas moi, 2 000 euros, justement. Mais donc, vous avez un gain de 2 000 euros. C'est comme si vous touchez suite à une vente 2 000 euros, donc c'est un positif, mais il vous restait encore 2 000 euros à déduire de votre achat. Du coup, ça va s'annuler, quoi. Vous allez encore déduire les 2 000 euros pour 2025, mais vous aurez un prix de vente reçu à 2 000. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur cet exemple. Dans tous les cas, si vous avez un doute pour les amortissements, c'est un peu plus tricky. N'hésitez pas à nous poser la question. Alors, last but not least, très important, le meilleur des frais, c'est celui qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que plus vous faites des frais, plus vous avez en fait des passifs. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui sort de votre poche. Et donc, ça diminue votre recette, votre net diminue. Donc, ce que vous avez dans votre poche, in fine, il diminue. Mais par contre, le plus important, c'est bien d'identifier tous les frais
tous les frais et de bien les intégrer dans votre comptabilité. Si vous oubliez des frais, même des frais privés qui peuvent être mixtes, eh bien c'est là où vous allez être perdant. Donc c'est très très important de tout identifier. Donc les gens qui vous disent faites des frais professionnels, vous payerez moins d'impôts, ce n'est pas tout à fait vrai. Ne faites pas n'importe quel frais professionnel. Faites des frais professionnels qui vont vous rapporter de l'argent, des frais professionnels intelligents. Si vous achetez un cabinet, c'est un frais professionnel pour ensuite le louer à d'autres thérapeutes, par exemple. C'est un frais professionnel qui va vous diminuer vos impôts et en plus va vous rapporter de l'argent. Mais par contre, acheter une énième machine qui vous fait de l'électricité dans le corps ou quoi que ce soit que vous n'avez pas spécialement besoin et qui ne va pas vous permettre de toucher plus de patients, eh bien, c'est peut-être pas un bon frais à faire. Par contre, si vous savez que vous êtes dans une région où il y a plein de patients qui vous passent sous le nez parce que vous n'avez pas une machine, un tapis de course, par exemple, ils aimeraient bien faire de la réentraînement, la course à pied, ben ça peut être intéressant parce que ça vous permet d'avoir peut-être plus de patients. Vous voyez un peu l'idée. Mais dans tous les cas, achetez toujours le moins cher, c'est toujours le mieux parce que vous gardez de l'argent, des liquidités pour faire d'autres choses plus intéressantes avec cet argent-là. Voilà, voilà. On passe maintenant aux méthodes de classement. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions jusqu'à présent? Let's go pour le classement. Alors, pourquoi c'est important de bien classer? Parce que pendant 7 ans, l'administration fiscale, en cas de contrôle, elle peut remonter jusqu'à 7 ans en arrière. Vous devez pouvoir justifier que ce que vous avez indiqué comme frais dans votre déclaration d'impôt, jusqu'à 7 ans en arrière, vous devez avoir les preuves de tickets, de votre mode de fonctionnement pour les déduire, pourquoi vous les avez déduits, etc. Donc, c'est très important de s'organiser. Vous avez plusieurs manières de faire. Vous avez la bonne vieille méthode du papier du classeur. C'est visuel, c'est rassurant, c'est physique, très bien. Par contre, il faut imprimer, c'est pas transportable, c'est une recherche plus longue. Vous savez pas, vous devez tout encoder à la main et possibilité de perte de documents aussi ou de ne plus retrouver une facture, etc. La deuxième possibilité, c'est le numérique en base de données ou alors dans un dossier informatique. Donc en base de données, c'est-à-dire comme l'application Fiscal Serenity, vous encodez et ensuite l'information peut être exploitée pour calculer tout un tas de choses. Et en dossier informatique, c'est simplement mettre vous-même dans un dossier, mais pas forcément le reporter quelque part, ou en tout cas juste peut-être le mettre dans un Excel et pas vraiment exploiter toute cette information. Bon, l'avantage du numérique, vous l'aurez compris, c'est que c'est partout, on peut faire des backups, on fait des recherches très rapides. L'inconvénient, c'est qu'il y a différents formats à gérer parfois. Vous avez du papier à devoir scanner, vous allez parfois recevoir un PDF, une facture en PDF, ou alors une facture en image à devoir convertir, ou alors un document Word. Voilà, il faut juste jongler avec ces différents formats. Mais in fine, il y a quand même pas mal d'avantages au numérique. Le système, dans tous les cas que vous choisissez, il doit être solide. Vous devez présenter un certain protocole, une certaine redondance dans la manière dont vous fonctionnez pour que vous soyez ordonné tout simplement. Ça, c'est la base. Si vous changez constamment de méthode ou que vous n'établissez pas initialement une méthode, eh bien, ça ne va pas bien fonctionner. Si vous mettez vos clés une fois à un endroit, puis à un autre endroit, pour encore un autre endroit, c'est le meilleur moyen pour ne plus savoir où est-ce qu'elles sont et les perdre. Le meilleur moyen de garder ces affaires et de ne pas les oublier, c'est d'avoir des protocoles, des choses qui sont redondantes. Voilà. Alors, l'encodage, il se fait par année civile. Donc, la date fiscale pour l'encodage, c'est celle qui correspond à la date de la facture et non celle du paiement. Donc, si je reprends, hop, 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 hop,
ma facture qui était ici, encre cartouche, voilà. La date de la facture ici, c'est le 28/2. Même si le paiement est parti de mon compte bien plus tard, imaginons que j'ai payé par un virement et que j'ai payé 10 jours plus tard, mais c'est bien le 28/2. Et ça, c'est très important, surtout quand vous êtes en fin d'année. Imaginons que là, c'était le 31/12 et que j'ai payé en 2023, du coup. Eh bien, je devrais quand même encoder cette facture pour l'année 2022. Parce que la date de facture, c'est bien le 31/12/2022. Ça va? C'est ça qui est le plus important, c'est la date qui est indiquée sur la facture ou sur le ticket. Alors, passons au numérique. Donc, il y a différentes étapes. Vous devez, dans un premier temps, rassembler vos documents. Donc, si c'est un mail, ça peut être un PDF de la facture ou bien le télécharger quelque part. Si le mail correspond en lui-même à la facture, eh bien, vous pouvez l'imprimer en PDF ou bien prendre une capture d'écran. Et si c'est un papier, eh bien, il faut le numériser. Et maintenant, il n'y a plus aucun souci à faire. Vous avez tous un smartphone, vous pouvez numériser avec votre smartphone. La deuxième étape, il faut l'entreposer quelque part, soit sur votre disque dur, et je vous invite alors à faire des copies, ou alors sur le cloud. Et donc là, a priori, il y a beaucoup de copies qui sont faites. C'est plutôt robuste comme système, donc vous ne devez pas trop vous en soucier. Et enfin, il faut pouvoir retrouver facilement votre frais professionnel, le justificatif de votre frais professionnel. Et pour ça, il faut avoir un système de classement. Donc, si vous utilisez, vous déposez tout ça dans un fichier, un disque dur, eh bien, il faudrait renommer idéalement le fichier, par exemple, avec la date d'une certaine manière, comme c'est indiqué ici, et le montant, pour facilement retrouver, ou alors un système de numéro d'ordre que vous établissez. Et si vous utilisez un système de classement en base de données, à ce moment-là, vous ne devez pas vous en soucier, vous le renommez comme vous voulez, parce qu'en fait, vous mettrez le lien tout de suite lié à chacun des frais. Donc, je prends un exemple ici de Dropbox. Dropbox, en gratuit, ça vous fait 2 gigas. 2 gigas, ça correspond à 100 à 300 factures par an pendant 10 à 40 ans de stockage. Pardon, ça correspond. Si vous avez 100 à 300 factures par an, ce qui est la moyenne en tant que kiné, 300, c'est vraiment beaucoup. En général, on est plutôt aux alentours de 200, 100, entre 100 et 200. Voilà. Et donc, vous êtes vraiment large pour stocker tout ce que vous avez besoin sur une Dropbox sans avoir besoin de payer. Je vous montre un petit peu le système, comment ça fonctionne avec Fisco Serenity, à savoir, ici c'était l'ancienne version, maintenant on a une nouvelle version, mais c'est le même principe. Donc, je vous laisse regarder pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est un frais fait à la pompe à essence. J'ai fait mon plein, j'ai un ticket de caisse. Pour l'encoder tout de suite, comment est-ce que je fais? Bon, là, ici, on appuie sur le bouton plus dans Dropbox. Il y a une partie numérisée, un document, c'est pour ça que j'aime bien Dropbox. Vous voyez que je suis dans ma voiture. J'ai juste à scanner le ticket de pompe à essence et prendre ensuite le lien. Voilà, je copie le lien. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas renommer le document. On a juste besoin en fait du lien. Et ensuite, on va mettre tout ça en base de données. Voilà, ici, on ajoute le frais et on va indiquer donc la nature. Ici, c'était du carburant. On note ici l'URL vers la preuve, vers le ticket de caisse. Vous indiquez votre montant, blablabla, et vous enregistrez. Et c'est fait. Donc, ça veut dire que vous sortez de la pompe à essence, ça vous aura pris 1 minute en plus de votre temps, mais au moins, vous pouvez vous sortir ça de la tête
votre ticket est bien rangé, bien classé, et vous êtes sûr de ne plus égarer les choses, de ne pas traîner au niveau de votre fiscalité et comptabilité, et que tout soit en ordre. Alors, bonne question d'Arnaud. Donc, si la version gratuite est suffisante, l'achat d'un cloud plus large pour les factures pro n'est pas déductible, point d'interrogation. Le fisc n'est pas censé savoir le calcul que je viens de vous présenter, que la version gratuite est suffisante. Donc, si vous justifiez que vos frais, vos factures sont sur un cloud parce que vous avez déjà un cloud que vous payez, bien, vous pouvez tout à fait le justifier en expliquant que vous mettez vos factures, vous en avez besoin pour votre facturation. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez 100% le déduire en frais professionnels dans ces cas-là. À la limite, si vraiment il veut aller jusqu'au bout, le contrôleur fiscal, il va je ne sais pas si, je pense pas qu'il peut se permettre ça, mais il pourrait vous demander de juste regarder la base et voir un peu les dossiers qu'il y a à la base. S'il voit qu'il y a plein de dossiers privés, il va dire vous l'utilisez au moins autant pour du privé que pour du professionnel. Pourquoi vous déduisez alors 100% de ce frais en professionnel? Donc, dans ces cas-là, soyez malin et si vous avez des frais, des dossiers privés, ben, cachez-les pour qu'ils ne soient pas trop visibles, quoi. Par exemple. Vous voyez un peu l'idée, le mode de fonctionnement. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Arnaud, que c'est plus clair. N'hésite pas à interagir si jamais c'est toujours pas clair. On va passer maintenant aux cotisations sociales. On continue notre voyage à travers la comptabilité, fiscalité, et on va voir que voilà, on doit payer des cotisations sociales. Malheureusement, en tant qu'indépendant, on en paye plus. Non, on paye autant. C'est juste qu'on ne remarque pas de la même manière. Non, comme pour les salariés, je dis des bêtises, on doit payer des cotisations sociales. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour toucher une retraite. Plus vous allez cotiser durant votre carrière et plus votre retraite sera élevée. Donc, si vous allez sur mypension.be ou sur inasti.be, c'est deux sites de référence. MyPension, ça va vous permettre de voir un peu votre carrière. Bon, il faudra attendre un petit peu que vos chiffres soient à jour au fur et à mesure que vous les communiquez au fisc. Donc, dans votre première année d'indépendant, il n'y aura rien, mais au fur et à mesure, il va se peupler avec tous les chiffres que vous aurez communiqués au fisc dans votre déclaration d'impôt. Et donc, ça vous calculera votre pension. Donc, l'accès à la pension, c'est minimum 30 ans de carrière et 67 ans, en tout cas actuellement. Peut-être que ça a déjà changé et que je ne suis pas au courant. J'ai regardé ces chiffres il y a un an. Et donc, voici trois exemples. C'est des calculs qui sont assez complexes, donc ceux-ci sont des estimations. Si vous avez 30 ans de métier à 2 500 € net, on parle du net là maintenant, par mois, vous aurez une pension de plus ou moins 800 €, ce qui n'est pas grand-chose, vous voyez. Mais là, c'est seulement une carrière de 30 ans. En général, on travaille un peu plus. 45 ans, même chose. Là, on voit que ça augmente à 1200. Et alors, par contre, si vous avez un net plus élevé et vous travaillez un peu moins, vous voyez qu'on est à 1300. Dans tous les cas, c'est intéressant de vous constituer un deuxième pilier de pension que simplement la pension constituée par vos cotisations sociales. Et donc, c'est pour ça aussi que Benoît Renard est présent ce soir, parce qu'un de ses rôles, c'est de vous guider à travers le choix d'une pension complémentaire, une pension libre d'indépendants complémentaire. C'est très avantageux parce que c'est un frais, effectivement, il faut faire le moins de frais possible, c'est génial, mais c'est un frais ici qui est 100% déductible. Donc, ça va vous diminuer votre base imposable et, in fine, vous cotisez pour quelque chose que vous allez retoucher plus tard dans votre pension. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça fait partie des choses très intéressantes à connaître. Quand vous débutez, en général, vous ne gagnez pas assez la première année,
Mais une fois que vous êtes bien lancé et que vous avez un bon net par mois, eh bien, ça peut être intéressant d'ajouter une cotisation en plus. Au début, pensez surtout à vivre avec votre argent que vous gagnez. Et ensuite, si vous gagnez plus d'argent que vous en avez besoin pour vivre, eh ben, ça peut être intéressant du coup de mettre de côté. Pourquoi vous payez des cotisations sociales? Entre autres, il y a la pension, mais il y a aussi, en cas de naissance, d'accouchement, adoption, éducation, tout ça, vous allez recevoir de l'argent au moment où vous prenez des congés, au moment où il y a certains événements dans votre vie. Votre caisse d'assurance sociale va vous soutenir dans ces moments-là. C'est toutes des choses pour lesquelles on s'est battu pour avoir droit à ça. Et donc, tout un chacun finalement cotise pour la communauté. Si vous avez une incapacité de travail ou des frais médicaux, ben voilà, votre cotisation sociale intervient aussi là-dedans. Donc, ça, je vous apprends rien. Donc, bien regarder aussi incapacité de travail, ben voilà, d'une caisse d'assurance sociale à l'autre, vous allez avoir des conditions différentes en fait pour chacun de ces points. Donc c'est important d'observer, de regarder un peu les avantages et les inconvénients de chaque caisse d'assurance sociale et de vous informer à ce niveau-là. Ça prend un peu de temps, mais c'est toujours intéressant de savoir ce à quoi vous avez droit et quelles sont finalement vos priorités aussi. Alors combien? Ça correspond environ à 24% du revenu net, mais c'est 100% déductible. Donc, vous payez des cotisations sociales, 24% de votre revenu net. Mais en fait, en payant ça, vous payez aussi moins d'impôts. Donc, in fine, c'est comme si c'était en fait environ 18-19% de votre revenu net. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut faire, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de les payer de manière anticipative, de ne pas attendre le recalcul, et ça c'est pareil pour les impôts. Le mieux, c'est une fois que vous clôturez votre année, vous regardez combien de cotisations sociales vous devriez payer sur votre total et vos impôts. Et vous regardez combien vous avez déjà payé de cotisations sociales, et vous voyez si vous devez payer plus ou si vous êtes OK. Alors, un bon plan, très important. Si vous débutez les premières années, la première année surtout, vous allez gagner moins. Mais pour les cotisations sociales, il y a un minimum en tant qu'indépendant à titre principal, un minimum de 740 € par trimestre. Ça veut dire que ça correspond, c'est comme si vous gagnez 1050 € net par mois. Ben voilà, 24% de ça, ça correspondrait par trimestre à autant. Par contre, si par exemple, comme vous débutez, vous gagnez moins que ça, vous avez plein de frais, etc., vous gagnez moins de ça, eh bien, vous allez quand même devoir payer ces 740 € par trimestre. Et c'est pour ça qu'il existe maintenant dans beaucoup de caisses d'assurance sociale, renseignez-vous, ce plan de cotisation starter pendant 1 an. Votre minimum va diminuer. Au lieu d'être à 740, il va par exemple passer à 380. Et donc, vous voyez que ça correspondrait à un net de 540 € par mois. Bien sûr, si vous gagnez plus, si vous gagnez, je sais pas, 700 € net par mois, vous allez quand même devoir payer la différence. Mais au moins, vous n'allez pas avoir ce minimum qui va venir vous casser tous vos bénéfices. Imaginons qu'ici, à 540 € net par mois, vous deviez payer 740 € par trimestre. Eh bien, ça ne correspond plus tellement à 24% de votre revenu net, quoi. Donc, 740 €, parce que là, c'est par trimestre pour que vous y retrouviez. 740 divisé par 3, ça correspond à 250 € par mois. Donc, vous voyez que 250 € sur 540 €, ça correspond plus à 50% de votre revenu net. On est d'accord que c'est énorme. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, cette cotisation starter. Ça diminue votre minimum à payer. Mais plus vous allez gagner, après, c'est un pourcentage. Donc, si vous dépassez ensuite ce minimum, dans tous les cas,
ça reviendrait à 24% de votre net, tout simplement. Alors, ça enregistre, effectivement, Thomas. Donc, ce sera... Voilà, Florian a répondu. Impeccable. Merci, Florian. Donc oui, la vidéo sera disponible sur la page Facebook Fisco Serenity via un dépôt sur YouTube. Alors, je vais vous présenter... où est-ce qu'on en est? Avant de passer aux impôts, je vous présente un petit peu à nouveau l'application. Ouais, allez, allons-y. C'est pas du tout par là. Voilà. Allons-y, soyons fous. Je vous présente l'application pour vous montrer un peu le calcul des cotisations sociales. Donc ici, vous avez dans l'application un récapitulatif. Donc si je clique dans récapitulatif, on va prendre l'année 2021. Est-ce que c'est un bon exemple? Non, ce n'est pas un bon exemple, j'ai eu tellement de frais. On va prendre l'année 2022 et c'est toujours pas un bon exemple et on va changer ça pour que ce soit un très bon exemple. On va imaginer, attention, imagination, je gagne au mois de mars 20 000 euros. On se fait plaisir. Tout est possible avec l'imagination, c'est génial. Donc là, au niveau du récapitulatif, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, vous avez ici votre détail de calcul d'impôt avec les différentes cases. Et là où c'est intéressant, c'est votre détail de cotisation sociale. Vous avez votre cotisation sociale trimestrielle. Donc là, vous voyez que je devrais payer 358 euros trimestriellement. Ça veut dire que moi, je suis plus starter. Si je suis indépendant à titre principal, je dois quand même payer les 740 euros. Vous voyez? Donc, voilà, c'est comme ça, je devrais payer ça. Heureusement, je suis à titre complémentaire, donc mon minimum est un peu plus bas. Et alors, vous voyez annuellement combien vous devez payer et vous voyez aussi ce que j'ai déjà payé. Donc, ça, pour cette année 2022, j'ai encore rien payé. Comment l'application le sait? Eh ben, tout simplement parce que quand vous ajoutez une dépense, un frais professionnel, vous avez cette petite partie cotisation sociale quand vous payez une cotisation sociale et donc il va faire la somme de tout ce que vous avez déjà payé. Si ce n'est pas intelligent, ça. Et donc, dans votre récapitulatif, vous verrez tout. Avant de passer, on va maintenant passer au calcul de l'impôt. Et on va utiliser, je pense, l'application pour vous expliquer ça. Je regarde juste la dia suivante. Ouais. On va utiliser, je vais d'abord vous présenter la dia. Donc, accrochez-vous. J'espère que vous suivez toujours. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. Donc, l'impôt, il est proportionnel à votre revenu net. Plus vous gagnez d'argent, plus l'impôt augmente. Il y a des tranches d'imposition, mais ne les comprenez pas de la mauvaise manière. C'est-à-dire que le pourcentage augmente très progressivement, pourcent par pourcent. Même si vous passez d'une tranche à l'autre, ça reste 1 euro après l'autre qui passe dans la tranche suivante. Ce n'est pas la totalité de votre net qui va d'un coup être imposé, ici, si je prends cet exemple-là, à 40%. Vous voyez, c'est seulement les 750 euros qui sont dans cette tranche-là qui vont être imposés à 40%. Et pas les 13 250 euros plus les 750. Vous voyez, donc en fait, l'idée ici, c'est de répartir les montants. C'est comme des vases. On remplit le premier vase à 25%. Une fois qu'il est plein, on remplit le deuxième vase à 40% et ainsi de suite. Il y a une notion aussi de cadeau. Les 2215 premiers euros d'impôts sont offerts. Voilà, c'est un quotité exempté d'impôts.
qui est indexé chaque année. C'est important, comme pour les cotisations sociales, de les payer anticipativement, vos impôts, de ne pas attendre plus tard que la fin de l'année pour les payer, surtout à partir de votre 3e année d'indépendant, du coup la 4e plutôt, parce que là, si vous ne le faites pas en plus, c'est pour l'impôt, vous allez payer des majorations. Donc c'est très important en fin d'année, vous regardez votre total net, vous regardez combien d'impôts vous devez payer et vous payez à l'administration fiscale ce que vous devez payer. Et il faut savoir qu'il y a une taxe communale aussi qui entre en compte en fonction de votre commune. Vous allez voir cette taxe communale qui change. Alors, si vous imaginez, vous êtes dans votre 4e année, vous ne faites aucun versement anticipé, donc vous ne payez pas durant 2022, vous ne payez pas vos impôts 2022. Vous ne versez rien du tout à l'administration fiscale, vous aurez une majoration de minimum 81 €. Ça peut aller jusqu'à 500 € en fonction de votre revenu net. Donc plus vous aurez gagné beaucoup et plus cette majoration sera énorme. Enfin, plus vous aurez gagné beaucoup, plus votre net sera élevé. Parce que vous pouvez gagner énormément, mais avoir beaucoup de frais, surtout par exemple si vous achetez un cabinet, si vous avez acheté beaucoup de matériel en début de carrière, par exemple, toutes des choses comme ça. Au niveau de la bonification, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des clopinettes qu'on gagne. Vous pouvez accéder à une bonification si vous payez plus que ce que vous devez payer, donc 106% de l'impôt. Mais honnêtement, vous avez mieux fait de mettre ces 6% dans un fonds de placement si vous avez des liquidités en trop ou en bourse ou d'investir dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent plutôt que de le donner au fisc qui va vous donner juste des clopinettes pour ce généreux don pendant un an, même 1 an et demi, le temps que vous encodez votre déclaration d'impôt et puis qu'ensuite ils vous remboursent le surplus que vous aurez payé. Tout cet argent, vous n'y avez pas accès, mais eux, oui. Et probablement qu'ils en profitent pour le placer et se faire de l'argent. Je ne sais, je spécule, je ne sais pas s'ils font ça. Bref. Pour les versements anticipés, question. En ayant commencé une activité en octobre 2019, cette majoration arriverait à partir d'octobre 2022 ou pour l'année 2022. Comment calcule-t-on les 3 ans sans majoration? Là, pour moi, ils vont calculer octobre 2022. Ouais, 2019, 2021, 2022 inclus. C'est sans majoration. 2023, ça va être avec majoration. Je pense qu'ils calculent comme ça, mais sans être certain. Ça, tu peux poser des questions à l'administration. Ils te répondront. Ils ont une adresse mail sur MyMinFin, chose comme ça. Tu trouveras l'information. Mais dans tous les cas, l'idée est de s'habituer à ce processus directement. Il n'y a pas de raison d'attendre de payer vos impôts alors que vous avez l'argent puisque vous avez reçu l'argent de vos patients a priori. Donc, plus vous avez cette impression d'avoir plein d'argent dans votre compte en banque, plus vous risquez de le dépenser alors qu'en fait, c'est de l'argent qui doit aller dans les impôts. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, mieux vaut le faire à la fin de l'année. On quitte la présentation pour aller vous expliquer le calcul de l'impôt plus précisément avec l'application. Donc, si vous avez une activité salariale, l'application fonctionne aussi. Moi, c'est mon cas. Et ça, c'est très important de l'indiquer parce que l'activité salariale, si vous avez un job salarié et une activité complémentaire de kiné, par exemple, les deux se mettent ensemble pour le calcul de l'impôt. Donc, en fait, c'est tous vos jobs réunis, tous vos revenus totaux qui s'additionnent pour calculer votre brut. Donc ici, vous voyez que activité salariale plus indépendant, le revenu cumulé, on est à 26 000.
Dans votre activité salariale, vous avez peut-être déjà payé des impôts, ce qu'on appelle le précompte professionnel. C'est automatique, on vous le retire à la source au niveau de votre fiche de salaire. Il y a aussi des charges forfaitaires établies, donc l'application vous le calcule. Donc c'est des frais professionnels, mais de manière forfaitaire. Il y a un plafond, bien sûr, mais donc pour votre activité salariale, on vous déduit automatiquement des charges. Donc c'est très sympa. Ça vous diminue votre impôt. Et alors, pour votre activité professionnelle, vous avez des frais professionnels. Donc ici, beaucoup là. Et vous avez deux possibilités de fonctionnement. Vous pouvez fonctionner en frais réels, comme je le fais ici, ou en frais forfaitaires. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Si c'est plus intéressant de prendre le forfait, alors à ce moment-là, c'est un pourcentage de votre revenu net, de votre revenu brut, pardon. Mais en général, pour les kinés, c'est plus intéressant de faire les frais réels, donc de vraiment calculer chacun de vos frais qui est sorti et du coup de devoir le justifier. Alors, donc, ensuite, on peut calculer comme ça notre solde total net de l'année. Donc, c'est votre revenu cumulé, votre revenu brut, moins vos charges forfaitaires et frais professionnels. Ça représente ici 10 900 €. Ce n'est pas grand-chose sur une année. L'impôt avant déduction, ça, c'est ce que vous devez payer. Mais vous avez une déduction, donc ce ne sera pas exactement ça. Vous avez aussi la taxe communale à payer. Donc ça, vous pouvez, dans l'application, adapter votre taux en fonction de votre commune. Et du coup, en prenant en compte la déduction d'impôt, ici, c'est autant, cette fameuse réduction, eh bien, l'impôt que vous devez payer après toutes ces déductions, c'est seulement de 638 €. Voilà. Voilà comment on arrive au calcul de l'impôt. Versement anticipé, j'en ai fait 0 actuellement. Donc, si on était en fin d'année, décembre, donc fin d'année, quand je dis fin d'année, c'est au 1er décembre, vous devez déjà penser à le faire. N'attendez pas le dernier jour parce que le versement anticipé, en général, c'est le 10 décembre, la date ultime. Après le 10 décembre, ça compte pour l'année suivante. Donc, prenez en compte juste 1er décembre pour faire vos versements anticipés si vous ne l'avez pas fait progressivement durant l'année. Du coup, imaginons on est le 1er décembre, voilà, je vais payer autant. Si j'ai bien mis à jour tous mes frais professionnels, j'ai bien encodé mes revenus et tout ça, que je sais que c'est ça que je dois payer, je paye ça en anticipatif. Et comme ça, ma comptabilité pour l'année 2022 est en ordre. J'en profite aussi pour payer les cotisations sociales que je n'ai pas payées. Donc là, plutôt tout ça. Voilà, voilà. Et on passe à la suite. Voilà comment faire le versement anticipé. C'est très, très simple. J'ai même fait un tutoriel sur YouTube vous expliquant ça. Si vous allez sur la page Fiscal Serenity YouTube, vous trouverez le tutoriel, il me semble. Donc, vous voyez un petit peu la communauté aussi Facebook qu'on a pour nos clients. On fait en sorte de vous rappeler les dates importantes, d'essayer de vous coacher tout au long de l'année pour que vous soyez bien encadré. On ne vous laisse pas tomber. Et enfin, on en vient à la déclaration d'impôt. C'est super simple. La déclaration d'impôt d'un indépendant avec une comptabilité simplifiée qui n'a pas de TVA, mais c'est super simple. Je ne vais même pas utiliser ceci parce que c'est tellement plus beau dans l'application avec le beau travail que Stéphane nous a fait. Voilà les codes de déclaration d'impôt. C'est aussi simple que ça. Vous avez le 650. C'est toutes vos recettes. Donc, toutes vos recettes, là, on parle,
Ça, c'est les codes de déclaration de la partie indépendante, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est bien ceci, hein. On ne prend pas le total cumulé. A priori, votre activité salariale sera automatiquement indiquée dans votre déclaration d'impôt. Donc, on a le 650, c'est toutes vos recettes professionnelles, tout ce que vous avez gagné en gros. Voilà, c'est votre brut professionnel kiné, indépendant. Ensuite, on a le 656. Ça correspond à toutes vos cotisations sociales que vous avez payées, plus vos PLCI, donc pensions libres complémentaires d'indépendants. Ici, j'en ai payé encore aucune, donc il n'y a rien. Le 657, là, ce sont vos frais professionnels autres que les cotisations sociales et les PLCI. Donc voilà, c'est tout. Et puis, il y a vos versements anticipés d'impôts, le 570. A priori, si vous avez fait ça en ligne, ce sera aussi automatiquement indiqué dans votre déclaration d'impôt. Et alors, des codes un peu plus spécifiques, le 379, c'est si jamais vous avez fait une perte l'année précédente. Donc là, l'année précédente, j'avais plus de dépenses que de revenus professionnels. Alors, a priori, si vous êtes indépendant à titre principal, ça n'arrivera pas. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent pour vivre. Si vous êtes complémentaire comme moi, ça peut arriver parce que vous générez un peu moins d'argent, vous avez un peu plus de frais. Et donc, voilà, vous êtes dans le négatif. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est plutôt même chouette. Dans ce cas-là, vous payez moins d'impôts. A priori, ce ne sera pas votre cas si vous êtes indépendant à titre principal. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, parce que ça veut dire que vous gagnez 0 euros. Mais en général, la première année, c'est possible. Par exemple, si vous investissez beaucoup de matériel. Voilà, voilà. Et alors, le 555, c'est votre première année d'indépendance. C'est pour calculer, pour que le fils puisse savoir à partir de quand ils peuvent vous mettre des majorations si vous ne payez pas de manière anticipative. Donc, voilà. Et c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. En fin d'année, vous avez tout bien rempli. Eh bien, vous avez juste ça à indiquer. Donc, il y a 1, 2, 3, éventuellement 4, 3 codes, quoi. C'est fou, hein. Et oui, c'est pas très compliqué. Et pourtant, beaucoup de gens ont peur de le faire, ont peur de mal faire et demandent à un expert, enfin un comptable de le faire. Alors, je ne dis pas, hein, ça peut être très intéressant de faire relire votre déclaration d'impôt ou enfin, surtout si vous avez bien encodé tous vos frais. Mais franchement, l'encodage, c'est très, très facile. Et donc, Louis, avec Fiscal Serenity, avec l'application, le but, c'est que vous soyez autonome, que vous n'ayez justement pas besoin d'un comptable. Il y a des comptables qui sont présents dans l'équipe, qui peuvent répondre à vos questions, qui sont présents dans la communauté, mais vous n'avez pas besoin spécifiquement de prendre un rendez-vous avec un comptable. Le seul cas où c'est intéressant de prendre un rendez-vous avec un comptable, c'est pour analyser votre situation. Si vous avez vraiment une situation très complexe, si vous voulez un avis plus éclairé sur quel est le plus intéressant, le choix fiscal le plus intéressant pour faire de l'optimisation fiscale. Donc là, c'est vraiment la matière de l'expert comptable. Il va vous dire, ben voilà, là, ça va être intéressant de faire ceci, d'acheter plutôt ceci parce que vous allez pouvoir plus le déduire ou des choses comme ça. On reprend la présentation. Maintenant que la déclaration d'impôt n'a plus de secret pour vous. Vous voyez, regardez comme c'était complexe, j'expliquais ça avec tous ces chiffres-là. Ah oui, il y a un 1 devant. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un 1. Ça, c'est simplement parce que quand vous êtes marié ou conjoint légaux, vous avez une seule déclaration d'impôt pour deux. Le 1, en général, c'est l'homme et le 2, c'est la femme. Voilà. Parce que du coup, il y aura deux cases, en fait, puisque les deux se rassemblent. Donc, les recettes, si vous êtes tous les deux indépendants, c'est vos deux recettes qui vont se cumuler et vous serez imposé sur le total, quoi. Mais vous aurez aussi des avantages.
une déduction d'impôt plus grande, etc. Eh bien, je vais laisser la parole maintenant à Benoît Renard. Donc, c'est plus paramédic insurance. Il faudrait que je change. C'est PHMA maintenant, parce qu'il s'est associé avec Philippe. Donc, Benoît, si tu es là, je ne sais pas Si là, si... tu m'entends? Ouais, super. Ben, je te laisse la parole, comme ça tu peux te présenter. Merci beaucoup d'être présent ce soir et Avec plaisir, Olivier, c'est bien. je te laisse te Donc, présenter. voilà, moi, je m'appelle Benoît, donc j'ai 50 ans. Je ne vais pas vous la faire très longue, hein, parce qu'il est tard et je sais bien que tout le monde est un peu fatigué. Moi, donc, à la base, je suis traducteur, puis j'avais ce qu'on a fait à l'époque, on appelait un graduat en assurance, donc je suis courtier. J'étais courtier généraliste. J'ai travaillé d'abord 20 ans dans différentes compagnies d'assurance et dans la banque assurance, où là, j'ai travaillé dans tous les produits classiques, hein, incendie, auto, aussi bien en production qu'en sinistre. Et puis après, j'ai fait une spécialisation en acceptation médicale, donc tout ce qui est solde de restaurant et autres, pour pouvoir faire l'acceptation de dossiers médicaux. J'ai fini ma carrière de salarié comme chez Amonis. À mon avis, chez vous, la plupart d'entre vous vont être contactés par Amonis, qui est un gros, gros fonds de pension pour les médecins, pour les kinés, les dentistes et autres. J'ai fini ma carrière là-bas comme product manager revenu garanti. Et puis, après avoir fait le tour de tout ça, puisqu'au final, j'avais quand même parcouru presque tout en assurance, j'ai été démarché par un gros, gros, gros bureau de courtage qui m'a demandé de travailler comme consultant indépendant. Et là, je suis devenu responsable chez eux de la gestion sinistre en français, en néerlandais, en allemand, puisque je suis trilingue. Et j'ai appris un peu beaucoup d'ailleurs, sur le médical et le paramédical. Donc, je me suis spécialisé, en plus d'être courtier généraliste, je me suis spécialisé dans le secteur médical et paramédical. Donc, depuis maintenant 7 ans, j'accompagne les kinés, les pharmaciens, les dentistes, les médecins et autres, surtout les starters promus, parce qu'un peu, quand vous sortez de l'école, ben oui, on vous a appris la théorie, on vous a appris votre métier, mais au niveau administratif, malheureusement, on vous lâche un petit peu comme ça dans le vide, et la majorité sont souvent perdus. Donc, moi, le rôle que j'affectionne particulièrement, et je le dis toujours, c'est un peu le rôle de grand frère. Donc, je suis là pour vous accompagner vraiment dès le départ, pour vous aider à vous lancer au niveau professionnel, à faire les démarches de base, donc la caisse sociale, la RC Pro, le numéro 527 pour certains qui vont travailler en cabinet, l'obtention d'un prix Ménami, ce genre de choses. Et donc, je suis là pour vous aider vraiment à faire le bon choix euh, et à mettre en place au fur et à mesure de votre activité professionnelle des choses qui sont indispensables. Olivier en a parlé tantôt, notamment la PLCI, le revenu garanti pour vous protéger aussi, parce qu'un indépendant, ben, malheureusement, il est mal protégé au niveau social. Et donc, il y a des choses à mettre en place, notamment le revenu garanti. Et donc, le but, c'est vraiment de faire un entretien personnalisé pour voir ensemble, en fonction de votre statut salarié, indépendant, statut hybride, voir quelles sont les meilleures choses à mettre en place. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Les avantages, ben ça, je crois qu'Olivier pourra le confirmer, c'est que moi, je suis disponible 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite d'horaire, c'est pas… euh, 9-17, appuyer sur un, taper 2, non, ça, c'est pas moi. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, très réactif. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous m'envoyez un petit message sur Messenger, ben non, j'ai pas compris ça, je comprends pas ça, ben, dans les 5-10 minutes, vous avez toujours une réponse. Donc, ça, c'est vraiment le point fort. Le point fort aussi, c'est que je peux traiter pratiquement tout au niveau production, sinistre, donc pas uniquement le médical, mais si vous avez une assurance auto, incendie ou autre, une RC Pro, que sais-je, je peux vraiment vous aider de A à Z, prendre en charge le tout. Et donc, le but, au final, c'est de vous aider à vous décharger de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est assurance, pour que vous puissiez vous focaliser uniquement sur votre job. Ouais. Et si jamais il y a le moindre souci, ben, quelque part, c'est Benoît qui prend le relais et c'est Benoît qui s'arrange pour tout remettre en ordre. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma façon de travailler. Euh, L'avantage aussi, c'est qu'en tant que courtier, ben, je suis multi-produit et multi-compagnie, parce que vous allez être abordé par des grosses sociétés dont je ne citerai pas le nom, et le but n'est certainement pas de dénigrer personne, mais enfin, vous le verrez par vous-même, mais ces grosses sociétés, ben, d'une part, sont des salariés, donc ils doivent vous vendre un produit et uniquement celui-là, puisqu'ils n'en ont pas d'autre, et ce produit ne correspond pas forcément à votre profil. Et donc, ça, c'est un peu le problème de ces grosses sociétés. En tant que courtier, on peut opter pour le produit
qui vous correspond. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je suis vraiment à votre disposition. Il ne faut jamais hésiter, quelle que soit la question. Je suis vraiment présent tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, j'espère qu'on pourra travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remets dans les mains précieuses de mon ami Olivier. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Benoît. Donc voilà, ben, on aura l'occasion en tout cas de se rencontrer parce que ben, on collabore ici avec Benoît. On a un stand ensemble durant le congrès kiné qui aura lieu ce samedi. Du coup, n'hésitez pas à venir passer nous faire un petit coucou. Et si vous avez des questions, ben, ce sera le moment aussi de les poser. Je vous assure que c'est précieux. Quelqu'un à qui on peut tout de suite appeler en cas de pépin. Euh, Quand vous devez passer par un service, par mail, puis par téléphone, qu'on ne vous répond pas alors que vous avez eu un sinistre, votre cabinet qui a brûlé, vous êtes dans tous vos états ou vous avez eu un accident de voiture, avoir quelqu'un qui est là, qui prend le relais et qui vous décharge de tout ce qui est administratif, ça vous permet de vous centrer sur vous, ce qui vient de se passer et de mettre votre énergie à un endroit plus important que dans de la paperasse administrative, quoi. Donc, voilà. Collaborer avec des personnes de confiance et vous entourer correctement, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de collaborer avec Benoît depuis déjà toutes ces années. Merci à lui d'être toujours disponible, de travailler d'arrache-pied. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait. On va passer maintenant à Fiscal Serenity, l'application, vous présenter un peu rapidement, voilà, vous avez déjà vu. Bon, app.fiscalserenity.be, actuellement on est sur la V3, donc c'est dev.fiscalserenity.be. On la repassera dans app une fois qu'on aura fait toute la transition, mais comme ça vous savez. Vous pouvez déjà vous faire un compte gratuit si vous voulez essayer. Pendant 2 mois, vous pouvez essayer l'application. Donc, c'est une application web d'encodage disponible sur smartphone, sur PC. Ça vous aide à calculer votre déductibilité de voiture. C'est sécurisé, vous avez votre compte personnel protégé. Ça vous permet de faire l'estimation des cotisations sociales, des impôts pour faire le versement anticipé. C'est génial. En tant qu'indépendant principal ou comme moi complémentaire, vous pouvez vous y retrouver. Il y a une communauté Facebook où vous pouvez poser vos questions, vous recevez des informations, des rappels. Et 4 fois par an, vous avez une séance Zoom avec une experte comptable fiscaliste qui est présente pour répondre à vos questions. Donc, c'est compris dans le prix. Et en juin, une séance spéciale remplissage de la déclaration d'impôt. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. Donc, vous êtes vraiment choyé, chouchouté de A à Z. On fait en sorte que vous vous sentez autonome, mais pas totalement laissé au dépourvu. Si vous avez un souci, on est toujours présent pour répondre à vos questions. Alors, bonne nouvelle, votre première année, on fait 50% de réduction parce qu'on sait que c'est votre première année, on sait que vous ne gagnez pas beaucoup. Du coup, pendant 12 mois, vous avez cette réduction de 50%. Ça, c'est un petit peu les tarifs. Si vous payez en mensuel, ben, c'est plus cher. Le mieux, c'est le tarif annuel. Vous payez tout d'un coup, mais vous avez une réduction. Et donc là, à 324, vous pouvez en plus retirer 50% pour votre première année. En plus de ça, il y a des réductions parrainage. Donc, si là, vous êtes plein à peut-être être intéressé par l'application, ben, vous pouvez vous parrainer les uns les autres. Et à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous et l'autre personne ont 7,5% de réduction. Et c'est cumulable à chaque personne que vous parrainez. Donc, si vous en parrainez 10, vous avez 100% de réduction. Et vous recevez un cadeau. On n'a pas encore réfléchi à quel cadeau on offre, mais ce sera un sacré cadeau pour vous remercier pour votre aide, pour diffuser l'application et faire notre publicité finalement. Donc voilà, sachez qu'on vous remercie grandement de cette manière-là. Ben voilà, je vous laisse ici en bas les coordonnées, mes coordonnées, les coordonnées de Stéphane, le web développeur, les coordonnées de Benoît Renard, dans tout ce qui est accompagnement.
Vous avez le site actuel si vous voulez essayer ou faire un compte gratuit. Donc, c'est dev.fiscoserenity.be. Et place à vos questions si vous en avez, s'il y en a qui sont encore réveillés. Je sais que c'était long et bien dense. S'il y en a qui sont déjà, qui aimeraient partir, ben, je vous souhaite déjà une très bonne soirée. Merci de votre attention et puis on se verra probablement samedi. Et pour les autres, si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser. Alors, je vois ici des questions. L'abonnement est-il 100% déductible? Eh bien, faisons l'exercice ensemble. Est-ce que c'est nécessaire et inhérent à votre activité professionnelle? Oui, c'est un frais qui est directement lié à votre activité professionnelle. Donc, 100% déductible. Il n'y a aucune raison de prendre cet abonnement si vous n'avez pas d'activité professionnelle. Donc, oui, l'abonnement est en plus de ça 100% déductible. Génial, très bonne nouvelle. Ça diminue votre base imposable. Une question un peu spécifique. Je travaille sous statut étudiant, je passerai indépendant en septembre. Si je m'inscris à la formation présentielle de juillet du groupe Prime Qualité, ah ouais, là c'est très très spécifique. Écoute, Louis, je te propose de me poser la question sur Messenger ou par mail, comme cette vidéo sera diffusée sur YouTube et que ça c'est plus c'est différent. Quoique, je peux peut-être essayer d'y répondre. Je m'inscris à la formation. Donc, en gros, tu vas payer une formation en juillet, mais tu seras que indépendant en septembre. Donc, en gros, c'est ça ta question. Est-ce que tu peux quand même déduire? Eh bien, oui, ça fait partie des 6 mois. Tous les frais liés à votre activité d'indépendant que vous avez fait dans les 4 à 6 mois avant votre date d'anniversaire de début d'activité d'indépendant peuvent être déductibles. Formation, achat de matériel, tout ça, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Tu pourras effectivement bien le déduire, Louis. Et d'ailleurs, faites-le bien. Si déjà maintenant vous commencez à faire des frais professionnels, attendez 6 mois, si vous êtes indépendant en septembre, euh, donc si on retourne en arrière, août, juillet, juin, mai, avril, mars, ouais, mars, ouais. On a un peu limite. Moi, je pense, le moment de commencer à faire des frais serait peut-être plutôt vers mai, juin, pour être sûr que ce soit bien reçu par l'administration fiscale. Après, voilà, acheter une table de kiné, même si vous l'achetez déjà maintenant, voilà, ce sera reçu, je pense. Mais il ne faut quand même pas faire plus de 6 mois, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas, mais je vous propose alors qu'on s'arrête là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir samedi nous les poser ou utiliser mon adresse email renseignée ici sur cette dia. N'hésitez pas, on est là pour ça. On est là pour vous guider, répondre à vos questions. Ah, encore une question. Peut-on encoder des factures antérieures à la date du jour sur le site? Bien sûr, heureusement. Ah oui, 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 tu encodes ce que tu veux quand tu veux. Il y a un petit système de calendrier qui te permet d'encoder ce que tu as besoin d'encoder. Donc ici, on ajoute une dépense et tu as un système de calendrier comme ceci et tu vas, quand tu veux, tu peux m'aller encoder ça en 2021 si tu veux, puisque c'est par année. Hein. Si on regarde la liste des dépenses ici, ben voilà, on peut sélectionner l'année qu'on veut. Donc tu encodes vraiment ce que tu veux à la date qui est nécessaire pour toi. Voilà, Emeline, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, merci beaucoup, Sarah, c'est très gentil. J'attends encore quelques instants pour voir s'il n'y a pas une dernière question. Et si pas,
je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie vraiment de votre attention. En plus, on a enregistré ça, donc c'est génial. Ça va se retrouver diffusé sur le net et d'autres personnes pourront le visualiser. On a enfin pris le pas de l'enregistrer et de le diffuser. Yes. Je vous dis à très bientôt, j'espère. J'espère que tout a été compréhensible. Si pas, n'hésitez pas de revenir. Et très, très bonne soirée à vous. À très, très bientôt. Ciao, ciao!